Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Troisième dimanche du mois de novembre, journée mondiale dédiée aux victimes d'accidents de la route. L'événement est commémoré au Mali pour la 13e fois. Plusieurs activités citoyennes sont organisées afin de sensibiliser la population sur l'ampleur du phénomène. Des journées dédiées à l'AES en Azerbaïdjan, à la COP 29. Les ministres en charge de l'environnement du Mali et du Burkina Faso ont tous rappelé les efforts consentis en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, des effets qui constituent une menace existentielle pour nos pays. Les pays de l'AES veulent faire de la finance digitale un levier du développement économique et social. Ils l'ont fait savoir lors de la semaine du numérique à Ouagadougou. Au cours de la soirée de clôture, le Mali, pays invité spécial, a reçu des distinctions honorifiques. Par ailleurs, le Mali honoré également à travers notre compatriote Fatoumata Coulibaly, dite FC, meilleure actrice de l'Afrique de l'Ouest, qui a reçu 2 prestigieux prix au Festival de cinéma Sotigui Awards 2024. Fin de mission du chef d'état-major général adjoint à Tombouctou, une mission qui a permis de faire l'état de la situation sécuritaire de la région, également de mesurer les acquis et les défis sur le terrain. Un plaisir de vous informer. Bonsoir, bienvenue. 3e dimanche du mois de novembre, une journée mondiale dédiée aux victimes d'accidents de la route. L'événement est commémoré au Mali pour la 13e fois, occasion pour le ministère des Transports et des Infrastructures d'initier une série d'activités citoyennes afin de sensibiliser la population sur l'ampleur du phénomène. Dans la foulée, la ministre a offert 300 casques de protection et des kits de premiers soins à ses collègues en charge de la jeunesse et de la santé. Retour sur la cérémonie de lancement avec Tchemoko Konati. Perte en vie humaine, traumatisme crânien et invalidité hypothéquant parfois l'avenir d'une famille, voire toute une génération. Les conséquences des accidents de la route sont multiples et variées et pèsent lourd et même très lourd sur la communauté, déplore le ministre des Transports et des Infrastructures en cette journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la route. Les rapports de situation sur la sécurité routière dans le monde, publiés par l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2023, relèvent qu'une personne meurt toutes les 26 secondes dans le monde suite aux accidents de la route. En d'autres termes, je note à l'attention de l'auditoire et de l'opinion publique, sans céder à la tentation alarmiste, que lorsque je terminais mon propos, au moins 10 personnes auront perdu la vie dans les accidents de la circulation routière. Des statistiques alarmantes qui attestent éloquemment la gravité du phénomène. Au premier rang des victimes, les jeunes, l'avenir du pays. Toutefois, il relève d'un constat que la propension aux accidents de la route découle généralement du non-respect du code de la route. Sont notamment pointés du doigt
L'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise des stupéfiants, les dispositifs lumineux défectueux et les téléphones au volant. L'urgence s'imposant d'inverser la tendance, le ministre Damele a offert 300 casques de protection à son collègue en charge de la jeunesse. Nous sommes très heureux et je tenais vraiment à remercier Madame le ministre qui est ici, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de nous faire ces dons de casques. C'est également un message qu'elle veut lancer. Le message aujourd'hui, c'est d'abord de se souvenir de toutes ces victimes justement accidentées au niveau de la route. C'est aussi un rappel à ces jeunes aujourd'hui de savoir qu'il est impératif de porter le casque pour leur propre bien. Autre geste à l'actif de Damele Madina Sissoko, l'octroi d'un lot de kits sanitaires devant servir à assurer les premiers soins des accidentés de la route dans les structures d'accueil. Ces kits viennent à point nommé pour soulager la souffrance des victimes des accidents. Et je tiens aussi à féliciter et remercier encore une fois Madame le ministre pour tout ce qu'elle fait pour nous au quotidien. Lors des inondations, le ministère des Infrastructures, à travers ses services, la NASER, la direction des aéroports, la SECNA, ont apporté un appui conséquent pour qu'on puisse aider ces victimes de catastrophes. Après la cérémonie d'ouverture marquant le lancement officiel des activités de cette journée commémorative, s'en est suivi une session de formation au bénéfice des 50 conducteurs d'ambulance. Auparavant, un don de sang avait eu lieu pour contribuer à sauver des accidentés de la route qui en expriment les besoins. Prudence sur les routes et autres journées, soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins. C'est le thème de l'édition 2024 de la Journée africaine de la statistique, célébrée chaque 18 novembre. Cette journée vise à sensibiliser le grand public sur le rôle de la statistique dans les différents aspects de la vie économique et sociale. En prélude à l'événement, le ministre de l'Économie et des Finances s'est exprimé sur la question, suivant le contenu de son message avec Nouhoum Sissoko. Instituée en 1990, l'initiative de la JAS, Journée africaine de la statistique, est née de la volonté de la CEA, Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et de la Conférence africaine conjointe des planificateurs, statisticiens et démographes. Cette journée consiste à attirer l'attention du grand public sur le rôle de la statistique dans le processus de développement en Afrique. Elle est aussi l'occasion pour rappeler à l'opinion publique nationale et internationale les efforts en matière de production et de diffusion de données statistiques fiables. L'édition 2024 de la JAS a pour thème soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins. C'est un thème d'actualité qui est un appel à l'action pour la modernisation des systèmes de production des données dans le domaine de l'éducation. Ce thème a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et utilisateurs de données, les chercheurs et le grand public à l'importance des statistiques sur le secteur de l'éducation avec un accent particulier sur l'usage des progrès technologiques. Ce secteur est un pilier fondamental du développement d'une nation. Il est le levier par lequel nous pouvons bâtir des communautés résilientes, des économies prospères et des individus épanouis. Les statistiques de l'éducation sont la base sur laquelle nous pouvons évaluer, comprendre et améliorer notre système éducatif. Chaque donnée recueillie nous aide à saisir les dynamiques en jeu dans les écoles, à évaluer la réussite de nos élèves, à cerner les besoins des enseignants et à adapter nos politiques pour mieux servir chaque enfant. Dans un monde numérique où les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et le big data permettent des analyses plus fiables et rapides, notre production statistique doit évoluer et s'adapter aux besoins et attentes de la population, selon le ministre de l'Économie et des Finances. En modernisant nos outils et nos méthodes de collecte de données, nous pouvons non seulement améliorer la qualité de l'information que nous produisons, mais aussi l'adapter en temps réel pour qu'elle soit toujours utile et fiable. Les efforts conjugués du gouvernement de la République et des partenaires internationaux tendent à répondre de manière adéquate aux demandes de données découlant des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030 de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine, ainsi que de la stratégie nationale de développement du Mali intitulée Vision Mali 2063 en cours de finalisation.
Le ministre Sanou salue les acteurs du système statistique national et tous les partenaires du secteur pour les efforts dans la mise à disposition d'indicateurs pertinents, indispensables à la conduite des politiques publiques. Autre actualité, notre pays, le Mali, célèbre à partir de demain la 17e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'événement qui se déroulera jusqu'au 24 novembre vise à aider les acteurs évoluant dans différents domaines à optimiser leurs affaires. En prélude à cette semaine, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle adresse un message. Tchemoko Konaté. Événement grandeur nature à dimension internationale pour booster l'entrepreneuriat. La Semaine nationale de l'entrepreneuriat, 17e édition, qui se tient du 18 au 24 novembre 2024, verra la participation de plusieurs centaines d'acteurs intervenant dans différents domaines. Un véritable cadre d'opportunités. Il s'agit donc incontestablement de la plus grande célébration annuelle de l'entrepreneuriat. Selon les données du Global Entrepreneurship Network, en 17 années, cet événement a permis à près de 50 millions de personnes dans le monde de se lancer et d'accroître le potentiel de leur business, renforçant ainsi les écosystèmes entrepreneuriaux. Au Mali, les plus hautes autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ont inscrit la jeunesse et l'entrepreneuriat au cœur de l'action gouvernementale. Cette semaine mondiale dédiée à l'entrepreneuriat depuis près de 2 décennies est née de la volonté des décideurs d'atténuer la fracture numérique en faisant de la création d'emplois, notamment pour les jeunes, l'une des priorités. Pour faire de cette 17e édition une réussite, un programme d'événements fédérateurs a été élaboré. Ainsi sont programmés l'organisation de la première édition du Salon national de l'emploi les 21 et 22 novembre 2024 au CICB et dont l'objectif est d'informer et de sensibiliser les acteurs du marché de l'emploi et de la formation professionnelle sur les opportunités d'insertion offertes par le secteur privé. La sortie de formation de 400 jeunes entrepreneurs de filières agricoles issus du processus de bilan de compétences dans le cadre du partenariat entre l'APEJ et l'Agence luxembourgeoise de coopération au développement le 19 novembre à Bamako. Ces 400 jeunes ont été sélectionnés sur un vivier de 1000 jeunes de Bamako et sa périphérie. À cela s'ajoute l'élaboration d'un document de politique nationale d'entrepreneuriat sur la base d'un plan quinquennal d'action 2025-2029. Se prononçant sur le renforcement des capacités de la couche juvénile, le ministre Bagayogo annonce la digitalisation prochaine du stage de formation, une innovation majeure qui sera pilotée par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Plusieurs partenaires techniques et financiers nous accompagnent dans cette vision, comme le Conseil national du patronat du Mali, les banques, les fonds de garantie, Lux Development, la SNV, la coopération suisse, la Chine, la Banque mondiale, la Tunisie, le Maroc, le FIDA et bien d'autres. Dans cette optique, je me réjouis du lancement ce 14 novembre à Mopti du programme de partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par le secteur privé dénommé Participe au profit de 4000 jeunes pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Entre autres initiatives déjà en place qui illustrent à suffisance l'intérêt que les autorités accordent à l'entrepreneuriat, la 17e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui s'ouvre ce lundi offre l'occasion de traiter des thématiques liées à la formation, à l'information, à l'écosystème et à l'inclusion professionnelle. Tout cela pour la promotion de l'entrepreneuriat au Mali. Après 2 semaines d'internat, l'initiative à l'école de la citoyenneté a refermé ses portes. 20 ministres et directeurs généraux de certaines structures sont passés au Palais des Pionniers pour expliquer aux jeunes les grandes réformes entamées par les autorités de la transition. L'initiative vise à amener un changement de mentalité chez les jeunes. Abdul Karim Kabar, compte rendu. En ce jour solennel, devant mes pairs et dans le respect des valeurs qui fondent notre société, je m'engage
à honorer cette nouvelle responsabilité. Par ce serment, les jeunes de la deuxième cohorte de l'initiative à l'école de la citoyenneté s'engagent à être des acteurs de changement dans la communauté. La deuxième cohorte de l'initiative à l'école de la citoyenneté a été un cadre d'apprentissage pour amorcer la marche de développement, afin d'inculquer la notion de civisme et de citoyenneté dans un contexte de refondation. Elle fut une école à la vie. Elle fut également un cadre de partage d'expériences et de conscientisation, de socialisation et de démocratie participative à travers les échanges directs avec les membres du gouvernement. Pendant 15 jours, ces participants ont été formés, renseignés et informés sur les grandes réformes enclenchées par les autorités de la transition. C'est donc des citoyens modèles pétris des grandes valeurs de la citoyenneté et du patriotisme qui sont appelés à restituer les notions apprises à leur base. Vous êtes désormais équipés des connaissances et des outils nécessaires pour contribuer activement à la société. Je vous encourage à partager ce que vous avez appris avec vos amis, vos familles et vos communautés. En tant que futur leader, vous avez la responsabilité de vous engager dans le développement social, économique de votre pays. N'oubliez pas que la citoyenneté ne se limite pas à des droits. Cette cérémonie de clôture a été saisie par le ministre des Transports et des Infrastructures pour remettre des casques aux jeunes. Notons que 111 garçons et 89 filles de tout le Mali ont pris part à cette deuxième cohorte de l'initiative à l'école de la citoyenneté. Cette initiative des autorités de la transition à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, vise à inculquer aux jeunes les fondements d'une nation forte et émergente où il fait bon vivre. En marge de la COP29 s'est tenue ce dimanche la réunion des ministres de l'Environnement de l'Afrique. Au cœur de cette réunion, le compte-rendu des négociateurs africains, une façon pour les responsables africains de faire un bilan à mi-parcours des acquis de cette conférence, notamment en matière de financement de l'environnement. Les ministres africains ayant placé haut la barre gardent cependant l'espoir d'engager des résultats meilleurs à ceux de la COP précédente. Suivons les explications du ministre en charge de l'environnement. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Alousseinou Touré et Aboubakar Traoré. Le point d'achoppement des négociations, c'est surtout le financement au niveau de cette COP 29, comme en général au niveau de toutes les COP, parce que c'est le nerf de la guerre, le financement. Les besoins en termes de financement pour que nous puissions respecter la limitation du réchauffement à 1,5 sont évalués de 2 000 milliards jusqu'à 4 000 milliards de dollars par an. Nous avançons. Voilà. Chaque pas gagné pour nous est à prendre. Rien n'est à négliger. Et au-delà des aspects de financement, nous avons aussi ce que nous avons appelé le stocktake, l'inventaire, le bilan global. Aujourd'hui, nous, pays en développement, nous plaidons pour que les ressources de la biodiversité, les ressources naturelles puissent être prises dans la comptabilisation de l'apport des différents pays. Un pays qui a de la végétation, qui a des forêts, participe à l'absorption du carbone, ce que nous appelons des puits de carbone. Il y a un troisième sujet sur la table aussi qui est le financement de l'adaptation. Vous savez, les conséquences des changements climatiques sont vécues quotidiennement par nos pays, notamment cette année, en tout cas, a été une année qui illustre très bien cela à travers, malheureusement, les inondations que nous avons subies et qui ont causé beaucoup de dégâts, y compris sur le plan en perte des vies humaines. Donc, ce qui veut dire que nous sommes de plein fouet frappés par les conséquences des changements climatiques. Au-delà des inondations, qui aujourd'hui est dans l'actualité brûlante, nous avons la désertification, la sécheresse, disons l'augmentation des températures et la raréfaction du couvert végétal.
Nous vous parlions aussi des journées dédiées à l'AES en Azerbaïdjan. Les ministres en charge de l'environnement du Mali et du Burkina Faso ont tous rappelé les efforts consentis en matière de lutte contre les effets des changements climatiques qui constituent une menace existentielle pour nos pays. La cérémonie de lancement de ces journées AES avec nos envoyés spéciaux. Ce samedi 16 novembre, le stand du Mali, paré aux couleurs de l'AES, est refusé du monde. En effet, tous les participants maliens et burkinabés s'étaient réunis autour des deux ministres en charge de l'environnement du Mali et du Burkina Faso. Occasion pour les deux personnalités de faire l'historique de l'AES, de sa nécessité et surtout de ses acquis en matière d'intégration et d'environnement. Cette journée de l'AES à la COP29 est une vitrine pour promouvoir nos cultures et magnifier nos valeurs de solidarité, de partage et de fraternité légendaires. Sous le leadership de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et du docteur Joachim Som Kielem de Tambela, chef du gouvernement, le Burkina Faso a pris son destin en main et tracé le chemin de non-retour vers le développement dans toutes ses dimensions. Dans cet élan, la jeunesse est notre fer de lance. Nos pays du Sahel sont parmi les plus menacés par les effets néfastes des changements climatiques qui y sont aujourd'hui une réalité à travers notamment les inondations, les sécheresses, les températures extrêmes, la raréfaction du couvert végétal, etc., etc. Les efforts de gestion des conséquences des changements climatiques constituent désormais une charge supplémentaire obligatoire pour nos finances et pourrait affecter les initiatives de développement de nos pays, bien que le continent africain contribue très peu en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Afin d'apporter une réponse aux multiples défis du nexus climat, paix, sécurité au Sahel, nous avons lancé le concept de sécurité climatique pour renforcer la résilience des populations face aux chocs multiples et accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Toujours dans le cadre des journées de l'AES, les représentants des institutions présentes ici à Bakou ont rappelé le rôle de soutien et de solidarité des institutions envers et avec le pouvoir exécutif de nos différents États. Nous avons échangé sur la contribution des institutions pour la lutte contre le changement climatique dans nos différents pays. À ce niveau, il était important de signaler qu'au niveau des CS, de l'Union des conseils économiques et sociaux, que le Mali, le Niger et le Burkina, nous avons travaillé dans notre grande fêtière qui est l'UCESA, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires de l'Afrique, UCESA. Bien avant, on a travaillé sur beaucoup de thématiques afin de pouvoir mieux conseiller nos décideurs dans le champ du réchauffement climatique et surtout la charte que nous avons établie, la charte de la durabilité, qui a permis aux différents CS du Mali, du Burkina, de pouvoir parler du présent, de l'avenir de nos citoyens. Les journées de l'AES à la COP29 à Bakou se poursuivront et s'achèveront lundi. Ici à Bamako, le M5 RFP a tenu hier un meeting d'information au CICB sous la présidence de Dr Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement. Au cours de ce meeting, des propos et des accusations ont été tenus à l'encontre des autorités de la transition. Ainsi, dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le Mouvement pour la résistance citoyenne, MRC, l'Alliance malitanienne, le parti Palima, expriment leur désapprobation et condamnent les propos du président du comité stratégique du M5 RFP. Ils demandent aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale contre la transition. Enfin, ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités
de la transition dans leur quête de justice, de paix et appelle les citoyens à la vigilance. Aussi, dans un communiqué, le parti Djekabara condamne avec la dernière énergie les propos de M. Shogel Kokala Maïga qui sont de nature à mettre à mal la stabilité du pays et fragiliser l'unité nationale. Par conséquent, le parti Djekabara, fidèle à son engagement pour la réussite de la transition, réaffirme son attachement sans réserve au principe d'unité, de justice et d'inclusion indispensable à la reconstruction du Mali nouveau, Malikoura. Aussi, le parti Djekabara invite l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, associations et mouvements à soutenir les idéaux de la transition. Et nous poursuivons la page AES à Ouagadougou. Les rideaux sont tombés sur la 19e édition de la Semaine du numérique. La rencontre a servi de cadre pour les acteurs du numérique d'examiner et analyser l'écosystème numérique des États membres de l'AES. Il s'agit surtout de faire de la finance digitale un levier du développement économique et social. Au cours de la soirée de clôture, le Mali, pays invité spécial, a reçu des distinctions honorifiques. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tamsir Diabaté, Barakou Maïga. Ouagadougou, pendant une semaine, a été la capitale du numérique. Un rendez-vous annuel qui regroupe les acteurs du numérique venus de tous les horizons. Cet espace d'échange et de partage a permis aux participants et professionnels de mieux cerner les contours du numérique afin de faire face à la transition digitale. Justement, pour donc relever ces défis, les acteurs à l'issue de la rencontre de Ouagadougou sur le numérique ont fait des recommandations. Et parmi ces recommandations, l'on note les enjeux de la finance digitale dans l'espace AES. Explorer les mécanismes de renforcement de la coopération entre les acteurs du numérique et du secteur financier, faire un bilan de la dématérialisation et promu les plateformes de paiement électronique pour une adoption accélérée. Les conclusions de ces réflexions auront une attention particulière de la part de mon gouvernement. Nous avons noté avec satisfaction l'engouement des populations et des acteurs de différents domaines pour les activités de cette 19e édition. Le Mali, invité spécial, a brillé à cette rencontre avec la participation de plus d'une vingtaine de personnes, dont des directeurs généraux et présidents des institutions, avec comme chef de délégation le ministre en charge de l'économie numérique. Le Mali bénéficie ainsi d'une mention spéciale avec des honneurs. En retour, Alhamdou Ag Idien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, remet un tiora à son homologue du Burkina. Oui, la semaine du numérique à Ouagadougou, c'est la récompense du mérite. À la tribune de la nuit des lauréats, les meilleurs services digitaux, les meilleurs stands des talents en cybersécurité et développeurs de programmes ont été primés. En marge des activités de la semaine du numérique, les ministres ont visité le mémorial Thomas Sankara. Ils ont été mieux édifiés sur le parcours de ce panafricaniste convaincu. Et cette visite a été une véritable immersion dans l'histoire du Faso. Les États du Sahel, dans le cadre de la confédération dirigée par le général d'armée Assimi Goïta, le général Abdrahman Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, ont repris la bonne voie pour l'émancipation des peuples africains. Ils ont bien compris qu'il faudrait d'abord instaurer sa souveraineté sur son territoire. Tant que vous n'avez pas de souveraineté, vous ne pouvez rien faire de bon. On a beau faire toutes sortes d'ambitions, toutes sortes de programmations, tant que nous n'avons pas nous-mêmes la liberté de choisir les voies que nous jugeons appropriées pour notre propre développement, nous ne pouvons aboutir à rien de consistant. La Confédération Alliance des États du Sahel est
une reprise, si vous voulez, de l'action de ces illustres devanciers des années 60, relayés depuis quelques années par Thomas Sankara, qui est mort physiquement, mais qui reste vivant parce que son esprit est là et puis sa vision est là. Et elle est reprise aujourd'hui en flambeau par les jeunes qui sont à la tête de ces États et qui vont la conduire encore plus haut, plus loin et plus fort. En somme, le rendez-vous de Ouagadougou aura été un espace d'échange. Le but, harmoniser les différentes politiques au service des peuples de l'AES. Et à l'issue de la semaine du numérique, les ministres en charge de l'économie numérique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont convenu de rendre le free roaming effectif au plus tard le 31 décembre 2024. Nous vous proposons un extrait de la déclaration de Ouaga relative au free roaming, lue ici par Zahra Walet Ahmed Ida, chef de cabinet par intérim du ministre en charge de l'économie numérique. Elle est au micro de nos envoyés spéciaux. Considérant l'importance des communications électroniques pour le développement économique, social et culturel de nos nations, considérant l'engagement des États membres de l'Alliance des États du Sahel AES à mettre en place un cadre de collaboration relatif au domaine des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication, TIC et des postes. Reconnaissant que l'intégration régionale de la coopération renforcée en matière de communication électronique contribue à l'amélioration de la connectivité et à l'essor des échanges au sein de l'AES. Soulignant que le free roaming facilite la mobilité des personnes au sein de nos États, en réduisant les coûts de communication pour nos citoyens en itinérance. Soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures pour faciliter la mobilité des personnes dans l'espace AES, appelons à renforcer la coopération entre les autorités de régulation des communications électroniques des États membres pour veiller à l'effectivité du free roaming entre les États membres de l'AES. Engager les opérateurs de téléphonie présents sur nos territoires à collaborer activement et à prendre les mesures techniques et opérationnelles nécessaires pour rendre le free roaming effectif au plus tard le 31 décembre 2024. Sensibiliser et informer les utilisateurs pour faire connaître les avantages du free roaming et les encourager à en tirer parti. Nous réaffirmons notre engagement commun à travailler en étroite collaboration pour atteindre cet objectif au bénéfice des citoyens de l'Alliance des États du Sahel. Toujours au Faso, débuté le 13 novembre dernier, la 9e édition des Sotiki Awards 2024 referme ses portes. L'Académie des Sotiki Awards a tenu hier samedi dans la capitale burkinabé la cérémonie de récompense des nominés des différentes catégories. Le film de la cérémonie avec César Carrefour et Pinidier Nianou. Stéphanie Toum du Cameroun est sacrée Sotiki d'or 2024. Elle succède à Laza Minugou de Burkina Faso qui a remporté les éditions de 2023. Stéphanie Toum remporte également les Sotiki du meilleur acteur de l'Afrique centrale. Elle repart avec des trophées, des gadgets, des attestations de reconnaissance et la somme d'1 million de francs CFA. Je suis très heureuse, je suis émue et je rends grâce à Dieu parce que c'est le rêve de tout acteur qu'on soit récompensé pour le travail qu'on fait. Fatoumata Koulibaly, actrice malienne, après 30 ans de carrière dans le cinéma, voit ses mérites récompensés. Meilleure actrice de l'Afrique de l'Ouest et le soutien du public africain. Elle dédie ses trophées aux forces armées maliennes. Ça m'a glorifié, ça me donne une fierté et ça m'encourage de continuer à travailler moi-même et avec les jeunes aussi, puisque je conduis beaucoup de jeunes au Mali. Donc, je remercie les académies Sotiki, je remercie le Burkina Faso, creuset du cinéma africain. Tous les lauréats des différentes catégories de Sotiki et OA 2024 repartent avec un trophée, une attestation de reconnaissance, des gadgets, un pari gagné selon les promoteurs. Réunir autant d'acteurs comédiens du cinéma africain de sa diaspora dans un seul pays, ça n'existe pas encore en Afrique. L'édition prochaine, nous sommes donnés pour mission de faire venir au Burkina Faso tous les grands acteurs comédiens du cinéma africain et de sa diaspora. Les Sotiki Awards sont une vitrine de valorisation des comédiens, des acteurs du cinéma africain de la diaspora selon le ministre d'État, ministre en charge de la culture burkinabé,
De son avis, la rémunération des acteurs du cinéma demeure une question à laquelle il faut donner une réponse. La question de la rémunération des artistes, des acteurs, des comédiens, c'est une question cruciale parce que malheureusement beaucoup de nos comédiens qui font le beau jour du cinéma, qui sont aujourd'hui des modèles dans le domaine artistique, malheureusement croupissent dans des conditions difficiles. 9e édition du genre, le Sotigui Ewa 2024 s'est tenu sous le thème « Quel barème de salaire pour l'acteur comédien du cinéma africain ?» Le Mali est le pays invité d'honneur pour ce grand rendez-vous du cinéma africain. Et félicitations à FC au Niger en marge du meeting organisé ce matin à la place de la concertation par la synergie des organisations de la société civile. Meeting en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Plusieurs acteurs de la société civile se sont prononcés sur la vie de la nation au Niger. On écoute leurs réactions. Reportage Toudjani Oumarou Abdoulaye Amitou. L'élan patriotique des Nigériens né des événements du 26 juillet 2023 ne faiblit pas. Ce matin encore, sur invitation de la synergie des organisations de la société civile, des milliers de personnes sont sorties dans les rues de la capitale Niamey pour manifester et exprimer ainsi leur soutien ferme et indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Lancé depuis la place Toumo et de quelques points stratégiques de la ville, ces manifestants, dont des membres du CNSP, ont à converger vers la place de la concertation pour un meeting géant. Au cours de ces rassemblements, plusieurs questions liées à la gouvernance et surtout à la reconquête de la souveraineté du Niger et des autres pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont été évoquées. Parmi celles-ci, les retraits du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Si le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la tête de son Excellence le général Abdraman Tchani, n'avaient pas pris leurs responsabilités pour mettre fin à tout ce que vous savez, serions-nous aujourd'hui ici satisfaits d'avoir chassé les soldats français le 22 décembre 2023, d'avoir chassé les soldats américains, d'avoir demandé et obtenu la dénonciation des accords militaires, d'avoir demandé et obtenu le retrait pur et simple de notre pays de la CEDEAO, de l'OTAN, d'avoir demandé et obtenu la dénonciation de tous les accords miniers qui unissaient notre pays avec la France. Un autre sujet majeur qui tient à cœur les peuples du Niger et ceux de l'AES, c'est la question de la souveraineté monétaire. Là également, les manifestants ont demandé aux dirigeants de l'AES de tout mettre en œuvre pour la création d'une monnaie commune capable d'assurer à ces trois pays une souveraineté économique au sein de l'espace AES. Et pour refermer cette page, les ambassadeurs des États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel accrédités au Maroc s'engagent pour mutualiser les efforts au bénéfice du peuple de l'AES. Il s'agit là de mettre un cadre de concertation régulière entre l'ambassadeur du Niger, du Burkina Faso et du Mali au Maroc. Commentaire Kassim Diallo. Désormais, un cadre de concertation régulière existe entre les ambassadeurs du Mali au Maroc, du Burkina Faso et du Niger. L'objectif est de renforcer les questions politiques, économiques, diplomatiques et la coopération bilatérale entre les États de la Confédération de l'AES et les autres pays. Cette démarche cadre avec la vision de la Confédération de l'AES. L'initiative devra permettre d'harmoniser les efforts des diplomates de l'AES au Maroc. Pour matérialiser cette ambition, les trois ambassadeurs vont élaborer un plan d'action accompagné d'une stratégie de communication pour l'année 2025. À l'issue du sommet tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, la nécessité d'une coordination de l'action diplomatique ainsi que l'importance de parler d'une seule voix sur les questions politiques a été abordée. Pour mémoire, les ambassadeurs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en poste au Maroc ont tenu le 4 novembre 2024 à l'ambassade du Niger à Rabat. Leur deuxième réunion au cours de laquelle ils ont entre autres décidé de conjuguer les efforts en mettant en place un chronogramme des actions pour faire face aux défis de l'ère.
Et nous poursuivons ce journal. Fin de mission du chef d'état-major général adjoint à Tombouctou. Cette mission a permis de faire l'état de la situation sécuritaire de la région, également de mesurer les acquis et les défis sur le terrain. Des détails avec Idrissa Goulou Sissoko. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, en visite dans la 5e région militaire, est venu s'enquérir de la situation sécuritaire de la région de Tombouctou. Au centre des opérations, la situation sur la sécurité a fait l'objet d'un échange avec les officiers de la région. Ensuite, il a visité les installations du camp Fort Cheikh Sidi Bekay et rencontré les hommes du camp de Tombouctou. Le chef d'état-major général adjoint des armées a inauguré la maison des hôtes composée de maisons VIP et une salle de sport entièrement équipée. D'abord, nous sommes en mission du chef d'état-major général des armées pour venir féliciter le commandant secteur 3 pour la bravoure et surtout les résultats engendrés au cours de ces derniers mois. Seule l'union fait la force, un commandement unifié. Et nous pouvons que dire félicitations et bravo au commandant secteur et à toute la troupe dont il a la charge de commander. La seconde étape de sa visite a été le camp de Ber. Là, il était venu féliciter les éléments du GTI Scorpion pour leurs différentes prouesses face à l'ennemi qui avait tenté d'envahir le camp le mois dernier, mais vigoureusement repoussé et mis en débandade. Une occasion de réaffirmer la fierté de la hiérarchie militaire tout en les rassurant que leurs capacités opérationnelles seront renforcées. Une visite qui réconforte le moral des hommes déployés sur le terrain. Cette visite nous réconforte davantage dans la suite logique de notre mission régalienne et rehaussera davantage le moral de la troupe. Après celle du colonel commandant du secteur 3 effectuée le 8 octobre 2024, d'une part, et d'autre part, assurera la population ainsi que les autorités locales et administratives. L'appréciation autour de ces GTA n'a pas commencé par Ber, parce qu'ils ont été engagés d'abord pour la sécurisation des rails. Ensuite, à un moment donné, ils étaient à Ségou et pour venir finalement être à Ber. Donc leur engagement est sans commentaire. Ça montre encore une fois la montée en puissance de notre armée et surtout l'élan de soutien que les uns et les autres ont. La sauvegarde de l'intégrité du territoire qui est notre raison première au niveau des forces armées et de sécurité. Enfin, il n'a pas manqué de rendre visite aux notabilités de Tombouctou. Présenter le plan opérationnel 2023-2024 et évaluer le niveau d'exécution des activités planifiées. C'est en substance l'objectif du comité technique de coordination des programmes partenariats pour l'insertion participe et le programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali, PASEM 2, présidé par le ministre de l'élevage et de la pêche, Oumar Maïga, pour le compte-rendu. Pour l'atteinte des missions assignées à l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des programmes, partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par le secteur privé participe et de la seconde phase du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali PASEM 2, un cadre d'échange présidé par le ministre en charge de l'élevage et de la pêche a regroupé l'ensemble des membres du comité technique à Mopti. Le programme d'appui au secteur de l'élevage du Mali PASEM phase 2 qui fait suite à une première phase 2017-2021 dont la capitalisation est faite et des leçons apprises, répond aux 6 axes stratégiques de la politique nationale de développement de l'élevage, à savoir l'amélioration de l'alimentation des animaux, l'amélioration de la santé animale, l'amélioration des performances zootechniques du cheptel, le développement des infrastructures et équipements de commercialisation et de transformation des produits d'élevage, le renforcement des capacités des acteurs et enfin la gestion rationnelle des ressources naturelles. Les membres du comité technique, à savoir les représentants des structures chargées de la mise en œuvre, de la planification et de la programmation des activités dans les zones d'intervention, les partenaires techniques et financiers ont, à travers des exposés, posé un diagnostic sans complaisance des stratégies adoptées, les difficultés rencontrées et dégagé des perspectives. Le projet a commencé depuis août 2023. C'est seulement en juillet 2024 que l'accord de projet a été signé. Et dans l'accord de projet, le comité technique de suivi et de coordination des actions est un comité qui est piloté par le ministère de l'élevage et de la pêche. Et c'est devant cet organe que nous devons présenter
l'ensemble des activités que nous avons planifiées et le niveau d'exécution. Et ce premier comité avait pour but de présenter le plan opérationnel 2023, qui était d'août à décembre 2023, et celui de 2024, de janvier à fin décembre 2024. Donc nous sommes à quel niveau d'exécution présentement, avant le premier comité de pilotage piloté par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le comité technique est l'organe de pilotage et de coordination du projet. Il ressort des échanges que l'année 2025 sera une année charnière où seront réalisées toutes les infrastructures au grand bonheur des populations bénéficiaires. À Sikasso, la délégation régionale du CMTR, Conseil malien des transporteurs routiers, loge désormais dans du neuf. Son nouveau siège a été inauguré hier samedi. Le coût de réalisation est de 100 millions de francs CFA. Plus de détails avec Moustapha Doumbia, Taïrou Konaté. Le nouveau siège du Conseil malien des transporteurs routiers de Sikasso est bâti sur une superficie de 750 mètres carrés. Il est composé de bureaux et d'une salle de réunion dotée de toutes les commodités. Les travaux ont coûté 100 millions de francs CFA, un financement sur fonds propres de la délégation régionale du CMTR. En initiant ce projet de construction des sièges de la délégation régionale du CMTR de Sikasso, nous visions comme objectif le renforcement de l'unité, de la cohésion au sein de la famille des transporteurs routiers. Cet immeuble qui se dresse devant vous est le symbole de la fierté, de l'ambition et de tous les transporteurs des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso. Le nouveau siège du CMTR est situé à Sanobougou 1. Il permet aux membres du Conseil de quitter la location. Un geste de souveraineté qui cadre avec les plans d'action du Bureau national. Ça fait partie de notre plan de mandature. La vision du Conseil, c'est cela. Il s'agit de cela, justement, que Sikasso vient de réaliser. Et je souhaite vivement que les autres régions emboîtent le même pas. Ce siège est plus qu'un simple bâtiment. Il incarne l'autonomie, la résilience et la capacité de nos transporteurs à prendre en main leur destin. Le secteur du transport routier joue un rôle central dans l'économie de notre région et de notre pays. Il est le trait d'union entre nos marchés, nos communautés et nos opportunités de développement. Le président de la délégation régionale du CMTR a mis l'accent sur certaines difficultés dont l'état des routes et la vétusté du parc. En réponse, la chef de l'exécutif régional a invité les transporteurs au respect des normes. Un tour à Kidal, renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les communautés Bozo, Dogon et Keltamachek à Kidal dans un Mali riche par sa diversité culturelle. C'est l'objectif de la journée dédiée au cousinage à Plaisanterie en 8e région. Reportage Sidi El-Medi Ag Al-Baka, Sungalo-Doumbia. Un Bozo, un Dogon, un Targui, tous engagés à renforcer les liens multiséculaires qui lient ces différentes communautés dans un Mali uni depuis la nuit des temps. En marge de la journée du cousinage à Plaisanterie, les invités d'honneur, le général de division Al-Haj Gamou et le colonel-major Daouda Sagara, ont remis plusieurs lots composés du riz, de l'huile, du sucre et des fournitures scolaires pour consolider le vivre ensemble entre les filles et les fils du Mali. Ça m'a rappelé vraiment à l'emblème du Mali un but une fois pour dire que toutes les communautés valent le même prix, la même valeur et doivent continuer à cohabiter en symbiose pour le bonheur du Mali et pour le développement du Mali. La région de Kidal entre toutes les ethnies que ce soit Bozo, Keltamachek, Dogon, Soraï, Peul, la réconciliation est possible si nous engageons. L'occasion était bonne pour esquisser quelques pas de danse et partager dans la tradition malienne un plat Dogon, Bozo, mais aussi Targui.
tenue à Bamako de la revue conjointe de la performance du portefeuille du groupe de la Banque africaine de développement au Mali. Elle permet de faire le diagnostic complet des projets que la BAD cofinance au Mali. Les 4 jours de travaux ont permis d'identifier les contraintes auxquelles les 24 projets mis en œuvre par la banque sont confrontés. Le point de cette rencontre avec Bemba Sibi. Exercice de redevabilité et de gouvernance du groupe de la Banque africaine de développement au Mali avec la revue conjointe de la performance du portefeuille pays de la banque. Pendant 4 jours, les participants ont évalué la performance et la pertinence des interventions de la Banque africaine de développement au Mali. Ils ont aussi défini les actions prioritaires d'intervention pour plus d'impact des projets de développement au bénéfice de la population. L'évaluation de la performance constitue le principal critère pour l'allocation des ressources du Fonds africain de développement. En conséquence, plus le portefeuille des opérations est performant, plus l'allocation annuelle du FAD est élevée pour le pays. C'est ainsi grâce aux performances enregistrées au cours du cycle du FAD 15, qui couvrait la période 2020 à 2022, l'allocation du Mali a progressé de 96 milliards de francs CFA sur 3 ans à 118 milliards de francs CFA sur les 3 ans de cycle du FAD 16, c'est-à-dire sur la période 2023-2025. Cet exercice périodique permet d'apprécier les opérations de la BAD au Mali et d'ajuster la trajectoire de leur mise en œuvre. Des opérations qui, au 1er novembre, portent sur 24 projets qui couvrent les secteurs des infrastructures, des transports, de l'agriculture, de l'énergie, pour ne citer que ceci. Le montant des engagements est de plus de 450 milliards de francs CFA. Ce portefeuille qui a fait l'objet d'examens approfondis par les parties prenantes est sujet d'une contre-performance depuis quelques années, pour laquelle chaque partie doit s'employer à améliorer significativement en vue d'une mise en œuvre satisfaisante de nos projets. À titre d'illustration, le taux du nombre de projets du portefeuille éligibles à l'annulation qui était de 93% à fin septembre 2022 s'est amélioré à 56% à fin décembre 2023, avant de remonter à 71% à fin août 2024, contre une moyenne de 39% pour la banque et 45% pour la région ouest africaine. Ces chiffres prouvent à suffisance que le niveau de détérioration de la qualité du portefeuille demeure élevé. Ils traduisent également les difficultés auxquelles les projets sont confrontés dans leur mise en œuvre sur le terrain. Cette revue, qui a identifié ces contraintes, va formuler des recommandations pour y remédier. Un nouveau projet pour le renforcement du système de santé au Mali vient d'être validé par la Banque mondiale. Il est mis en œuvre pour promouvoir la résilience du système de santé inclusif pour tous pour une durée de 5 ans. Les réalisations faites dans le cadre de ce projet au niveau du district sanitaire de Kati ont été visionnées par le directeur sectoriel santé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite au Mali. Le point avec Abibatou Dit Koyanjakiti et Idrissa Traoré. Le directeur sectoriel Santé, Nutrition et Population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, fraîchement établi, à la tête d'une équipe, accompagnée de celle de l'ambassade des Pays-Bas, a visité les locaux du centre de santé de référence de Kati ce 15 novembre. C'était pour faire le point des réalisations du projet Paxou dans le cadre du financement basé sur le genre. Un projet soutenu par la Banque mondiale et mis en œuvre par le gouvernement malien. Sur tous les piliers pratiquement de l'Organisation mondiale de la santé, du système de santé, ce projet a agi. Et si vous prenez la disponibilité des ressources humaines aujourd'hui dans le district sanitaire de Kati, au niveau de toutes les structures aujourd'hui, au minimum au niveau de toutes les maternités, vous avez au minimum, je dis bien, une sage-femme. Et la deuxième chose, aujourd'hui, on a 70% de nos structures qui disposent de laboratoires d'analyse médicale. C'était un rêve il y a 5 ans. Et c'est le FBR qui nous a permis de réaliser ça. En termes d'appui, quand les piliers qui parlent du financement de la santé, du financement du système, c'est presque 3 milliards dont le district sanitaire a bénéficié dans le cadre du financement basé sur les résultats. Il faut ajouter à cela la disponibilité des médicaments au niveau des dépôts. Le Paxou s'achève ainsi avec des résultats jugés satisfaisants et le projet Aris Keneya Yiriwali entre en ligne dans le cadre de la promotion de l'accès à la santé pour tous. Il va permettre d'investir dans des programmes qui intéressent les populations locales. Là, on est en train de mettre en place un nouveau programme qui vient d'être validé par le Conseil juste hier
matin à l'unanimité. Et donc, on félicite vraiment le gouvernement du Mali pour cette réalisation, mais le vrai travail ne fait que commencer. Si vous regardez déjà ce projet ARIS, c'est que c'est un projet, bien entendu, qui fait la promotion de la résilience. Vous savez aujourd'hui que le contexte est marqué par des contraintes et ces contraintes-là s'imposent à nous. Au lieu qu'on les évite, nous avons l'obligation d'y faire face. Donc si vous regardez les composants déjà, il s'agira bien entendu d'améliorer l'accessibilité. Des soins de qualité pour les populations qui vont coûter 125 millions de dollars déboursés par la Banque mondiale, dont 15 millions de dons de la coopération néerlandaise et 10 du JFF, un fonds de plusieurs partenaires géré par la Banque mondiale. Les 100 millions restants sont donnés à crédit avec des conditions concessionnelles de remboursement pour notre pays. Les travaux de la 4e édition des journées scientifiques de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation viennent de démarrer à Bamako. Recherche scientifique et géopolitique internationale, c'est la thématique choisie au regard du contexte sécuritaire du Sahel. Les universités sœurs de la sous-région prennent part aux travaux. Youssouf Diakité, Yacouba Kone, reportage. Recherche scientifique et géopolitique internationale, c'est le thème débattu à la faveur de la 4e édition des journées scientifiques de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation de Bamako. Il s'agit pour les chercheurs de la sous-région de mener des réflexions approfondies sur les contextes sociopolitiques et sécuritaires de la région du Sahel, surtout afin de faire des propositions de sortie de crise. L'axe 1, c'est l'AIS, géopolitique internationale. Et l'AIS, tout le monde le connaît aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger. Alors donc, qui cherche à se positionner, qui cherche à être souverain, qui cherche à être décideur alors donc, de ses propres activités. Voyez-vous. Nous avons également la coopération sous-régionale, qui est un autre axe. Et nous avons également la sous-région, alors donc en crise, parce que ces 3 pays-là alors donc, ont créé alors donc, l'AIS sont sortis de la CEDEAO. L'Afrique aujourd'hui vit une situation de crise multidimensionnelle. Eh bien, l'appropriation qu'on a faite de cette crise-là, de cette situation conflictuelle, eh bien, a nécessité donc, n'est-ce pas, des reconfigurations, lesquelles reconfigurations ont impacté parfois les relations diplomatiques entre États. Et donc, c'est dans cette perspective donc, de prise d'appropriation, si vous voulez, de cette crise-là, qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les États ont donc été amenés à procéder à des réajustements, n'est-ce pas, nécessaires pour pouvoir mieux se positionner et donc faire face effectivement à cette situation-là. L'université se doit d'accompagner cette reconfiguration-là. Les universités sœurs de la sous-région prennent part aux travaux. Ma communication porte sur la prise en charge traditionnelle des maladies bucco-dentaires en Haute-Guinée. Terre à terre, vous savez que les maladies bucco-dentaires constituent le 3e fléau mondial selon l'OMS, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Malheureusement, leur prise en charge pose problème, c'est limité, parce que les médicaments coûtent cher, parce que nous n'avons pas de plateau technique adéquat, parce que nous n'avons même pas de ressources humaines suffisantes. Le vice-doyen de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation rassure que les conclusions de ces journées peuvent aider les autorités en termes de gouvernance. On espère qu'il y aura vraiment des propositions, des bonnes propositions que les différentes autorités pourraient exploiter. Vraiment pour leur avantage. Les panélistes vont aborder entre autres thèmes l'Afrique post-coloniale dans la géopolitique mondiale entre inclusion et exclusion, le primat de l'intérêt national des États, problématique majeure pour une Afrique intégrée. Les journées durent 2 jours. Et toujours avec le monde scientifique, la 26e édition des journées scientifiques du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, le Luxembourg, bat son plein dans le district de Bamako. Les experts, professeurs nationaux et internationaux panélistes échangeront avec leurs confrères médecins sur 3 thématiques telles que l'hypertension artérielle et ses complications. On en sait davantage avec Fadem Bakita.
Les présentations suivies des questions-réponses, des propositions et suggestions sur les techniques de prise en charge des pathologies à l'ordre du jour sont débattues dans un élan inclusif et participatif. Les thématiques portant sur l'hypertension artérielle et ses complications, le traumatisme et l'orthopédie pédiatrique et la chirurgie mini-invasive, largement explicitées par les experts du domaine, ont renforcé les capacités des praticiens du Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant le Luxembourg. Autre présentation qui a émis plus d'un est la simulation médicale comme méthode d'enseignement en santé. Cette innovation expérimentée par le professeur Siriman Koïta, formé au Maroc avec 200 autres homologues étudiants, est une simulation procédurale ou sorte de scénarisation en 3 phases. Le briefing des agents des urgences, l'arrivée d'un patient accidenté de 36 ans et sa prise en charge, et le débriefing après le traitement. C'est une innovation pédagogique. Pendant le scénario, les apprenants qui ont participé à ce scénario l'ont dit, et on avait un écran qui était là, qui reflétait le monitorage du patient, sa fréquence cardiaque, sa pression artérielle, et donc les apprenants ont dit qu'ils se sentaient totalement comme aux urgences. Les journées ont été édifiantes, de nouvelles notions dans la prise en charge des patients acquises. Nous avons en 2 jours planché en termes de communication orale, de communication affichée et de conférences, et les 100% de nos activités ont été atteints, et tout en finissant par un atelier de simulation médicale. Ces termes ont été abordés et traités avec beaucoup de professionnalisme, parcimonie et en profondeur, comme on l'a constaté au cours de toutes ces discussions, et un sens réel du partage, le sens de la collaboration, le sens du partage de la connaissance et surtout la mise en évidence de cette médecine basée sur les preuves qui est le socle de la recherche aujourd'hui et qui fait l'actualité de la médecine. Ce rendez-vous médical remporte le pari de la réussite. Malgré le départ de beaucoup des partenaires de l'hôpital, l'appui de l'État restera constant, avoue le représentant du ministre de la Santé et du Développement social. Avec la réalisation de plus de 700 enfants opérés du cœur par des praticiens maliens, plus de 500 procédures de cathétérisme, plus de 3000 séances d'hémodialyse, un service de réanimation ultramoderne qui constitue aujourd'hui un grand espoir pour la population malienne. En guise de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui se battent ou qui se sont battus pour la renommée de l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg, des attestations leur sont décernées. Et nous retrouvons Koji Sibi pour les nouvelles sportives. Bonsoir Koji. Bonsoir Marianne, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, le Mali a abrité le week-end le premier championnat senior de taekwondo AES Russie. La compétition réservée à la catégorie olympique s'est achevée hier par 8 finales de combat, dont 4 chez les dames. Oui, à l'issue justement de cette finale alléchante, c'est la Russie qui est montée sur la plus haute marche du podium en remportant 4 catégories de finale. Retour sur cette finale avec Arjumatina et Djilimaran Diabaté. Sur le tatami du Palais des Sports Salamatou Maïga, après les éliminatoires, 8 finales de combat de belle facture étaient au rendez-vous de ce premier championnat senior de taekwondo AES Russie. Faisant partie des grandes nations en matière de pratique d'arts martiaux, notamment en taekwondo, la Russie a fait honneur à sa réputation en remportant 4 des 8 finales de combat de la soirée et monte sur la plus haute marche du podium. Sur le tableau féminin de cette première compétition de taekwondo AES Fédération de Russie, une compétition réservée à la catégorie olympique, les athlètes dames russes ont régné en gagnant les 4 catégories de finale. Moins de 49 kilos, victoire d'Alieva Margarita contre la Nigériane Zaraou Abdou. Dans les moins de 57 kilos, victoire de la Russe Kounyakova Dana dans le 3e rang contre la courageuse Nigérienne Nana Omar qui a finalement été battue in extremis dans les dernières secondes.
Puis victoire des pratiquantes russes dans les plus de 67 kg et dans les moins de 67 kg, respectivement par Muslinova Linara, intraitable, et par Alieva. Par contre, sur le tableau masculin, les 4 finales de combat au programme ont été marquées par 2 victoires maliennes et nigériennes. Les 2 succès nigériens sont signés dans les moins de 68 kg par Maman Mansour en plastron bleu contre le malien Bakary Kone et par le géant Abouakar Manga 2,05 m dans les moins de 80 kg face au russe Ramazanov Ramazan. S'agissant des 2 victoires du Mali, elles ont été réalisées dans les moins de 58 kg par Youssouf Sempara qui est venu à bout du russe Arkanzelski Karim et également par Youssouf Soumano dans les plus de 80 kg contre le Burkinabé Koulibaly Ali en plastron bleu. Premier du genre, ce championnat de taekwondo AIS Russie a comblé les attentes. Le taekwondo que nous célébrons aujourd'hui à Bamako est un sport prisé des États de l'Alliance du Sahel. C'est un sport qui fédère et donne la joie. Il renferme des valeurs comme la maîtrise de soi, la rigueur, la persévérance et le patriotisme, qui sont des vertus qui fondent la philosophie de l'Alliance des États d'Israël, engagés dans le combat de la reconquête de la souveraineté pour le mieux-être de nos populations. Ce championnat nous a permis aujourd'hui de rassembler toute la population, de mettre les gens ensemble, mais aussi de magnifier aujourd'hui le niveau d'organisation de nos fédérations. La Fédération nationale de taekwondo du Mali, celle du Burkina ainsi que celle du Niger, ont montré aujourd'hui que nos différentes fédérations pouvaient organiser des événements internationaux de qualité. Avec 4 médailles d'or, 2 argent et 2 bronzes, la Russie se classe première. Le Niger occupe la 2e place avec 2 médailles d'or, 3 argent et 3 bronzes. Le Mali termine à la 3e place avec 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 5 bronzes. Et le Burkina Faso a été 4e avec 2 médailles d'argent et 6 bronzes. Le sport désormais ancré dans l'architecture de l'AIS, les regards sont tournés vers d'autres compétitions sportives dans l'espace AIS au mois de décembre. Voilà Mariam, le moins que l'on puisse dire, c'est que le coup d'essai est devenu un coup de maître. Tout à fait. Et parlons à présent football. Le Djoliba AC remporte le premier trophée de la saison. En finale de la Super Coupe, les Rouges ont battu cet après-midi le stade malien de Bamako. Oui, les Djolibis l'ont emporté 2-0, but marqué respectivement par Bouakane et Youssouf Sempara en fin de match. Notre reporter Abdul Karim Kaba a suivi la finale. Voici son compte rendu. Le Djoliba AC remporte le premier trophée de la saison. Les Rouges se sont imposés 2-0 face au stade malien de Bamako. Bouakane et Youssouf Sempara ont marqué ces 2 buts aux 92e et 87e minutes de jeu. Et pourtant, le jeu était dominé par le stade malien de Bamako, en témoignent les nombreuses occasions obtenues par les Blancs de Sotiba. Coaching gagnant donc pour l'entraîneur Demba Mamadou Traoré, puisque les buteurs du jour sont entrés à la 2e période. Ça a été un très bon match avec un très bon contenu. Donc voilà, demain je pense que la première mi-temps et la deuxième mi-temps n'ont pas été pareils. Donc on va continuer encore à bosser, comme il y a les compétitions africaines en vue. Parce que l'objectif du match, c'était non seulement de gagner, mais aussi en fait de préparer les compétitions africaines. Ce n'est qu'une partie remise. Cette Super Coupe nous a permis de bien préparer la compétition africaine. On n'a pas pu marquer, c'est ce qui n'a pas marché. Le football, il faut marquer le but et bien défendre. On a bien joué, mais le bien, ça ne suffit pas. Même si on joue bien, il faut marquer le but. C'est ce qui est important. Et je suis dessus. On va essayer encore de faire le maximum pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Le Djoliba AC gagne ainsi la Supercoupe Ben Oumar Sy qui annonce le démarrage de la saison 2024-2025. Ce énième classico Djoliba Stade n'a pas fait exception à la règle en termes de mobilisation, d'engouement et d'enjeux aussi bien sur la pelouse que dans les gradins. Voilà, Mariam, on attend le même engouement à l'issue donc de la dernière journée des éliminatoires de la CAN au Maroc 2025. Mardi, dès mardi, les Aigles qui vont recevoir Eswatini.
D'accord, c'est noté dans l'agenda. Merci beaucoup, Koji Sibi. Et avant de se quitter, permettez-moi de revenir sur cela. Le M5 RFP a tenu hier un meeting d'information au CICB sous la présidence de Dr Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement. Au cours de ce meeting, des propos et des accusations ont été tenus à l'encontre des autorités de la transition. Ainsi, dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le Mouvement pour la résistance citoyenne, MRC, l'Alliance malitanienne, le parti Palima, expriment leur désapprobation et condamnent les propos du président du comité stratégique du M5 RFP. Ils demandent aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale contre la transition. Enfin, ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur quête de justice, de paix et appellent les citoyens à la vigilance. Et dans un communiqué, le parti Djeka-Barar condamne avec la dernière énergie les propos de M. Shogel Kokala Maïga qui sont de nature à mettre en mal la stabilité du pays et fragiliser l'unité nationale. Par conséquent, le parti Djeka-Bara, fidèle à son engagement pour la réussite de la transition, réaffirme son attachement sans réserve aux principes d'unité, de justice et d'inclusion indispensables à la reconstruction du Mali nouveau, Malikoura. Aussi, le parti Djeka-Bara invite l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, associations et mouvements à soutenir les idéaux de la transition. Et page noire de cette édition, nous avons appris aujourd'hui le décès du général à la retraite Siaka Sangaré, membre du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE et expert électoral. En cette douloureuse occasion, le gouvernement de la République du Mali, les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections présentent leurs condoléances à la famille de l'illustre disparu. Ces obsèques auront lieu demain lundi 18 novembre à 10h à la place d'armes du génie militaire. Puisse Dieu le Tout-Puissant l'accueillir dans sa miséricorde. Amen. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.